Et bienvenue dans la suite de ce débat du jour. Je présente à nouveau mes invités. Un tour de table rapide. Bertrand Badi, bonsoir. Professeur de relations internationales à Sciences Po Paris. En face de vous, François Loncle, bonsoir. Député socialiste de l'Eure, membre de la Commission des Affaires étrangères. Jean-Marc Tanguy également, bonsoir. Vous êtes journaliste spécialisé dans les questions militaires et de défense, auteur du blog Le Mammouth sur l'actualité militaire. Et puis le colonel Jérôme Pellistrandi, bonsoir. Rédacteur en chef de la revue Défense nationale. On évoquait à l'instant le rôle de l'armée française en ces temps perturbés. L'armée française mobilisée actuellement sur 4 missions, 4 fronts différents. L'un en France avec cette opération Sentinelle, 3 autres à l'étranger. On voit cela tout de suite en images avant d'en reparler avec Adèle Gastel. La France est en guerre contre l'organisation État islamique appelée Daesh depuis septembre 2014. C'est l'opération Chamal. Elle est conduite par les armées françaises en coordination avec les alliés présents dans la région pour assurer un soutien aux forces armées irakiennes. Plus de 1000 militaires français y participent. Depuis septembre 2015, l'opération est étendue à la Syrie aussi. Elle emploie 14 avions de chasse de type Rafale et Mirage 2000D qui s'appuient sur les bases aériennes de Jordanie et des Émirats arabes unis. 3700 des 18 600 militaires irakiens formés par la coalition l'ont été par des soldats français. Autre terrain et autre dispositif, Barkhane. Cette opération a commencé en août 2014. Le dispositif est déployé dans la bande sahélo-saharienne et compte 3500 militaires. Cette opération est fondée sur une logique de partenariat avec les principaux pays de la bande sahélo-saharienne, Mauritanie, Mali, Niger, Tchad et Burkina Faso. La force française dispose aussi de 17 hélicoptères, 6 à 10 avions de transport tactiques et stratégiques, 4 avions de chasse, 5 drones, pas moins de 200 véhicules blindés y sont également utilisés. En République centrafricaine, l'opération Sangaris engage 350 militaires français qui fournissent un appui opérationnel aux 12 500 casques bleus déployés dans le pays. La France est aussi l'un des principaux pays contributeurs de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, FINUL. Elle y emploie près de 900 soldats pour assurer le cessez-le-feu. Les militaires français participent aussi à une mission européenne contre la piraterie en Somalie grâce à l'utilisation permanente d'une frégate et la participation ponctuelle d'un avion ATL-2 de patrouille maritime basé à Djibouti. À tout cela s'ajoute évidemment un déploiement militaire à l'intérieur du pays. 13 000 soldats français sont directement engagés dans la protection du territoire national. Parmi eux, 7 000 travaillent dans le cadre de l'opération Sentinelle de lutte contre le terrorisme. Voilà, ces 4 opérations en cours. L'opération Sangaris, pour n'en citer qu'une, en Centrafrique, dont on a d'ailleurs appris hier par François Hollande. La fin imminente, c'est une confirmation, une fin en octobre prochain. C'est une bonne chose, selon vous, qui veut répondre ? Je voudrais préciser que, oui, donc l'opération Sangaris en tant qu'opération donc, va s'achever en octobre, mais d'une part, il y a l'ONU qui est présente et l'Union européenne. Il y a eu un passage de relais. Bien entendu. Et la France continuera donc à appuyer le retour à la vie normale en Centrafrique. Avec 350 soldats français qui vont stationner dans le pays, 12 500 casques bleus, on le disait à l'instant, le passage de relais l'a déjà été fait. Ce départ, qu'est-ce qu'il signifie ? Que le travail est terminé ou qu'au contraire, on évoquait tout à l'heure cette question de est-ce à nous ou pas d'intervenir sur ces fronts étrangers ? La Centrafrique, la question, elle avait été posée à l'époque. Oui, mais je crois que votre question est très importante. Lorsqu'il y a une guerre au sens classique du terme, on ne se pose pas la question de savoir si c'est le moment de se retirer ou pas. Il y a un vainqueur, il y a un vaincu, et effectivement, sur cette base-là, des négociations viennent à s'engager. Ce que l'on voit à propos de l'Afrique et du Sahel en particulier, c'est des sociétés qui se décomposent, et en se décomposant, qui créent une violence qui est différente de la violence guerrière. Maintenant, la question qui se pose, la vraie question qui se pose, c'est comment peut-on soigner à la racine ces problèmes, ces pathologies ? Est-ce que l'instrument militaire permet de résoudre le problème dans le fond ? Dans une guerre, l'instrument militaire résout le problème. Il y a la politique après. Alors justement, mais depuis 50 ans, plus de 50 ans que la décolonisation est réalisée, les questions qui sont en train d'affliger la plupart des pays du Sahel n'ont jamais progressé. Une intervention militaire peut contenir
une expression de violence à un moment donné, mais ne résoudra pas le problème. Monsieur Badi, je respecte tout à fait votre schéma universitaire, mais il s'agissait pas de ça. Il s'agissait de, vous le savez très bien, et les téléspectateurs de France 24 aussi, de sauver un pays menacé par une attaque djihadiste extrêmement puissante et violente. Et c'est ce que la France a fait en répondant à la demande du Mali. Pour Sangaris, c'était un bain de sang promis si la France n'était pas intervenue. Bon, après, en l'occurrence, aujourd'hui, les Centrafricains redoutent un retour des violences. Il y a le redressement politique. Il y a eu quand même une élection présidentielle en ordre en Centrafrique. Ils disent un nouvel homme fort, mais le système, il est resté en place, c'est le même. Bien sûr, mais ça, c'est pas à nous de tout faire. Je respecte vos schémas parlementaires, mais enfin, quand il s'agit de conflits de cette violence et de cette intensité, de cette profondeur, l'intervention d'urgence peut faire un sens, mais à condition qu'elle s'inscrive dans un plan global de solution du problème. C'est exactement ce qui se passe au Mali. On voit repousser en République centrafricaine, on voit se développer au nord Nigeria et au nord Cameroun tous les ferments d'un conflit qui n'est nullement terminé. J'aimerais vous entendre sur cette question. On parle du Mali, l'opération Barkhane, l'opération Sangaris. Si vous permettez, il se trouve que le dernier numéro de la Revue Défense nationale porte sur les Afriques. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre d'intervenants dans ce numéro, et notamment africains. Et il faut également constater que les crises, notamment le Mali, mais aussi la Centrafrique, ont obligé les pays de la région à également apprendre à travailler ensemble. Quand vous voyez le G5 Mali, le G5 Sahel, quand vous voyez ces pays qui étaient en confrontation permanente, aujourd'hui, vous avez un début de coopération militaire, politique et économique. Et je crois que, bien entendu, nous ne sommes pas à l'abri de sursauts à nouveau de violence. C'est la problématique de Boko Haram au Nigeria. Mais il est étonnant de constater qu'en l'espace de 3 ans, depuis le déclenchement de l'opération Serval au Mali en janvier 2013, il y a d'énormes progrès qui ont été faits. Et en particulier sur le fait que les pays africains ont pris conscience qu'il était indispensable de pouvoir travailler ensemble et, bien entendu... Depuis 2 ans... Et cette prise de conscience, on la doit à l'intervention des Français. Ça a été un électrochoc. Et au fait des actions terroristes d'AQMI de Boko Haram. Le G5 Sahel, c'est un outil de coopération de 5 pays africains et qui s'entendent et qui luttent ensemble avec notre appui. La lutte contre Boko Haram... c'est exactement la même chose. Il y a alliance maintenant d'un certain nombre de pays qui ont affaire à ce terrorisme horrible de Boko Haram et qui coopèrent ensemble, qui luttent ensemble avec l'appui de la France. Donc c'est un progrès considérable. Et puis il y a les progrès politiques possibles. Les accords de Bamako qui ont été signés il y a quelques semaines, qui ont été signés pour la deuxième partie, permettent un espoir d'une solution politique, car c'est vrai que l'opération militaire ne résout absolument pas les problèmes politiques qui sont sur ce terrain depuis des décennies, notamment dans le nord du Sahel. Finalement. Voilà. Mais tout ça doit se traduire ensemble. Nous, on répond à l'urgence. On reste, parce que répondre à l'urgence et s'en aller, ce serait une catastrophe. On reste et ensuite, on demande aux politiques locaux, avec notre appui, avec l'appui d'autres pays comme l'Algérie, ça a été le cas, de régler les problèmes politiques. Et on avance. Jean-Marc Tanguy, vous êtes d'accord avec ça ces pays africains, finalement, ils ont ce sentiment-là d'être redevables, de remercier l'intervention française aujourd'hui de toute façon, leurs situations sont quand même pas très stabilisées. On vient de le dire pour la Centrafrique. Pour le Mali, c'est sûr qu'une fois que les 1000 soldats français sont partis de Gao, vu que l'ONU, en fait, sort pas du tout de cette base de Gao, il y a que la France qui le fait, on voit mal comment les choses pourraient évoluer positivement. La réconciliation entre le Nord et le Sud, c'est pas gagné au Mali. C'est compliqué, ouais. Oui, Kidal, en effet, rassemble pas mal de problèmes. Et donc, moi je pense qu'il est important aussi de revenir à votre question. Et l'Afrique est très intéressante, mais aujourd'hui, le premier front, en fait, ça... Ma limite va paraître un peu bizarre, mais sur lequel il faut travailler, c'est le front intérieur. Le ministre, aujourd'hui, on lui donne un budget et quelques semaines après, il apprend que Bercy lui récupère 1 milliard par-ci, 500 millions par-là. Donc en fait... Ce n'est pas le cas cette année. Absolument pas. Moi, c'est pas l'information que j'ai, mais donc au final, c'est quand même, il y a une guérilla interne au gouvernement, et c'est pas propre à ce gouvernement-là. C'est vrai pour ceux qui l'ont précédé. En fait, il y a un chiffre qui est donné au moment du vote du budget, qui est voté par les députés, puis petit à petit, ce chiffre s'étiole, même s'il en reste une grande partie. C'est quoi? C'est chacun se tire la bourre et veut en récupérer le maximum? Non, mais la France a d'autres choses à financer aussi, et c'est vrai que vous avez des inondations, vous avez des agriculteurs qui protestent. C'est aussi la France
France, et c'est vrai que tout Français peut avoir l'impression qu'il a le droit de demander à cet État-providence d'avoir un retour. Donc de ce fait-là, le chiffre qu'on vote, c'est pas forcément le chiffre qui arrive un an plus tard. Pour la défense, c'est de moins en moins le cas. Et je répète, ça, vous êtes tous d'accord pour le vérifier, la loi de programmation militaire, la dernière, est appliquée intégralement. Espérons qu'elle le sera jusqu'à la fin, voilà, c'est ça. Bertrand Badi, on parlait de ces fronts à l'étranger, l'opération Sangaris qui va s'achever, l'opération Barkhane dans la bande sahélo-saharienne, l'opération Chamal également en Irak. François Hollande a dit on arrête Sangaris pour réinvestir davantage d'hommes sur l'Irak, sur le front contre l'organisation État islamique. Ça fait sens encore une fois pour vous D'abord, regardez une carte de l'Afrique et vous verrez que des côtes mauritaniennes jusqu'à la Corne de l'Afrique et la Somalie, nous sommes face à une énorme zone d'instabilité qui monte au nord vers le Mali et qui descend au sud de plus en plus bas, notamment des espaces très préoccupants comme le nord Nigeria, par exemple, qui est en train de se transformer véritablement en société guerrière. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, cet énorme espace se transforme en société guerrière parce qu'il n'y a pratiquement plus d'État, il n'y a plus de nation, et que, comble du paradoxe et d'une terrible ironie, ce qui permet à ces sociétés de tourner et de fonctionner, c'est la guerre. C'est terrible d'en arriver là. C'est-à-dire des débouchés pour des jeunes sans emploi et qui fabriquent des enfants soldats que nous rencontrons lorsque nous allons porter la guerre là-bas, des situations de précarité sociale qui viennent finalement se résoudre à travers des flux mafieux qui, par la contrebande, viennent rendre possible un minimum de protection sociale. Ce sont des situations terribles. Alors, on va quitter... Vous ne pouvez pas dire ça de tous les pays que vous avez cités. Vous dites qu'il n'y a plus d'État, il n'y a plus rien, etc. La Mauritanie, il y a un État. Le Niger qui souffre, il y a un État. Il y a même, figurez-vous, des élections démocratiques. Un État qui contrôle quelle part de son territoire, quelle part de son territoire. Il y a des armées en formation aussi. Pour répondre à votre question, en fait, c'est pas parce qu'on enlève 600 soldats en Centrafrique qu'on va rajouter 600 soldats en Irak. Il n'y a aucune bascule, en fait. Le président a bien dit qu'il s'agissait d'instructeurs. Donc, ce seront des gens qui vont mentorer, qui vont peut-être accompagner. Oui, c'est ça. Donc, l'Irak et la Syrie. On va pas avoir 2000 hommes en plus en Irak et en Syrie. Et heureusement, parce que pour le coup, on voit bien que c'est un conflit très dur. Et je pense que l'armée française a déjà suffisamment de problèmes comme ça, sans qu'on lui rajoute en plus une attrition à la fois morale et dans le domaine de l'équipement, comme on le disait tout à l'heure avec monsieur le député. Je pense qu'il y a suffisamment de travail comme ça. Par contre, ponctuellement, amener plus de renseignements, amener quelques forces spéciales en plus, et elles sont déjà très nombreuses sur ce théâtre, même si ça ne fait pas vos grands titres. Je pense que là, on est un petit peu aux limites de ce qu'on peut faire. Certes, il y aura un créneau supplémentaire de porte-avions à l'automne. Donc, là aussi, c'est pas n'importe quoi. 2 pays aujourd'hui utilisent des porte-avions en opération, les États-Unis et la France, qui n'en a qu'un. Donc, c'est pas un petit symbole que d'envoyer sur Est-ce qu'on n'intervient pas finalement à trop d'endroits en même temps, les Français? Le président, en 2012, quand il a été élu, il faut quand même se souvenir qu'il avait dit qu'on partait de l'Afghanistan. Et je pense que son idée, c'était pas de repartir immédiatement ailleurs. Sauf qu'entre-temps, il y a du changement, sur le territoire notamment. Le monde s'est pas calmé non plus, et je pense que personne aujourd'hui irait lui faire un procès d'intention sur les opérations qu'il a lancées, que ce soit au Mali, que ce soit en Centrafrique, les opérations humanitaires à la frontière de la Jordanie. N'oubliez pas, en 2012, il y avait un hôpital médico-chirurgical français à la frontière de la Jordanie et de la Syrie. Personne irait aujourd'hui lui faire... Même la lutte contre Daesh aussi, en Irak et en Syrie. Colonel Jean Péistran. Remarquez qu'à l'occasion du Brexit, il a été évoqué que la France se retrouvait seule membre de l'Union européenne, membre permanent du Conseil de sécurité. C'est-à-dire que c'est une responsabilité énorme. Alors bien entendu, cela ne rapporte aucune voix sur le plan électoral, mais il ne faut pas l'oublier, cette position nous donne des responsabilités. Et ces responsabilités, il faut les assumer, en particulier sur le plan militaire. Alors il a eu des mots assez forts, François Hollande, hier au ministère de la Défense. Il faut une Europe de la Défense. Une proposition pour renforcer l'Europe de la Défense va être présentée à l'initiative de la France à l'Allemagne. Nos amis, enfin à l'Europe, mais nos amis allemands, ils sont prêts, a dit François Hollande. Quid de cette initiative? Ça fait longtemps qu'on en parle. Est-ce que ça va enfin arriver? Je voudrais effectivement souligner que l'une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est de faire partager à nos partenaires européens, non pas exclusivement le risque, mais déjà la prise de conscience que le risque est important,
que les menaces sont importantes et ne pas voir l'Union européenne comme une grande Suisse qui serait à l'abri des menaces extérieures. Et donc, il y a un travail D'autant de qu'elles sont pédagogie. nombreuses, ces menaces. On ne parle pas forcément que du terrorisme. L'Europe de la défense, ça touche à plusieurs sujets. Hein. Tout à fait. La défense des frontières, notamment. Vous avez la problématique des flux migratoires à travers la Méditerranée, qui est un drame humain majeur, dans lequel il faut des moyens maritimes ou à travers les frontières. Et donc, il y a un travail de pédagogie à poursuivre auprès de nos partenaires, et on le voit notamment à travers la publication du livre blanc allemand, qui a été faite hier, avec une prise de conscience sur le fait que l'Europe doit effectivement être plus réaliste et prendre en charge un certain Bertrand nombre Badi, est-ce que c'est pas aussi le départ des Britanniques qui a mis un coup de fouet Non, mais depuis qu'il aux se passe Français quelque chose, et aux Allemands? depuis le 23 juin, quand il se passe quelque chose, c'est toujours à cause du départ des Britanniques. Il faut quand même regarder Ils une sont pas chose. partis encore d'ailleurs. C'est que l'Europe de la défense, c'était les années 90. Rappelez-vous Saint-Malo avec les Britanniques. Rappelez-vous le sommet de Cologne qui avait construit une ébauche de quelque chose. Et ensuite, c'est complètement sorti des écrans radars. C'est-à-dire... Pas tout à fait. Pas tout à fait, Qui bien forme- sûr. Monsieur Badi, qui forme l'armée malienne aujourd'hui? Qui forme l'armée malienne? Mais l'Union monsieur européenne. le député, Et vous n'allez remarquablement. pas Remarquablement. poser la question de l'Europe de la défense à Non, mais travers il faut la être formation précis, de l'armée il faut être malienne. précis, il ne faut Bon. pas Ce qu'il en faut rester voir, aux généralités. Eh bien alors, allons-y dans les détails, n'est-ce pas? Premièrement, est-ce que véritablement toutes les politiques de défense en Europe sont suffisamment proches, comme elles pouvaient l'être dans les années 90, pour amorcer une formule qui véritablement pourrait être la Elles l'ont base jamais d'une été, politique. sauf France-Grande-Bretagne. Elles l'ont jamais été. Oui. Il faut qu'elles le soient. Eh bien, Jacques justement, posons-nous la question de savoir pourquoi il y a des visions tellement divergentes en matière de défense à l'intérieur de l'espace européen. N'oublions pas que l'élargissement de l'Europe a été l'un des facteurs qui ont mis de côté la question de la construction d'une Europe de défense. Donc, on ne peut pas être La incantatoire. plupart des pays, les On peut nouveaux pas être adhérents, la incantatoire. plupart des nouveaux adhérents de l'Est privilégient l'OTAN. Et- Jean-Marc et Tanguy, se s'il vous plaît, réfugient, j'aimerais c'est- qu'on revienne sur une notion exactement, qu'on n'a c'est pas une encore eu le autre temps question. d'évoquer. Le débat arrive à sa fin. On parle de cette Europe de la défense, de ce projet qui date maintenant. Ce sont des questions qu'on risque d'évoquer de plus en plus parce que cette question sécuritaire, cette question de la défense, elle est en train de s'installer, en tout cas en France, dans le débat en vue de la présidentielle de 2017, plus que jamais. Oui, par le petit bout de la lorgnette, c'est sûr que pour l'instant, vous n'avez pas reçu sur vos plateaux des candidats à la primaire ou à la présidentielle qui viennent vous parler que de la défense et pas du tout du reste des politiques publiques en France. Mais par contre, moi, ce que je vois en coulisses, et un certain nombre d'ailleurs l'ont fait aussi publiquement, les 3 candidats principaux de la primaire à droite ont divulgué leur plateforme défense à 36 heures avant le 14 juillet. Moi, j'y vois un symbole. J'ai rarement vu ça. Et Nicolas je pense- Sarkozy qui veut Oui. porter le budget à 2% du PIB, Alain C'est ça. Juppé également qui avance Bruno des Le Maire chiffres qui a des supplémentaires. propositions très audacieuses, mais enfin, pour l'instant, le financement, par contre, semble... Les chiffres assez- sont exorbitants. On se demande où est-ce qu'ils vont les Ça va être la sortir. comparaison entre ce qu'ils avaient fait et ce que l'on a fait depuis 4 ans. C'est-à-dire C'est pour ça qu'ils font de la surenchère, justement, parce que le bilan des 5 années précédentes était vraiment pas fameux en matière de défense. Vous êtes gentil là. Sans compter d'ailleurs, le problème libyen, qui a été une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe. Ce qui se passe au Sahel, c'est dû en partie au fait qu'on a poussé l'intervention de Libye jusqu'à à provoquer un chaos total dans ce pays, alors qu'on nous avait dit on va sauver Benghazi, point final. Et là-dessus, on avait voté d'ailleurs. Moi, j'avais pas voté ça. On était 8 à pas voter ça. Et le résultat, vous le connaissez, ça a été absolument épouvantable. Et ça le reste, malheureusement, dans ce pays qui, là, alors là, est bien sans État et sans rien. Le mot de la fin, s'il vous plaît, à votre voisin, Jérôme Pellistrandi. 20 ans après le coup d'envoi de la professionnalisation des armées, l'engagement, il était de la jeunesse, il était d'ailleurs aussi à l'honneur de ce 14 juillet. Est-ce que l'armée, elle séduit toujours autant les Français? Elle a encore de beaux jours devant elle ou il faut convaincre Non, je pense que oui. Quand vous voyez justement ce défilé où vous aviez effectivement à la fois des forces armées, mais des forces de sécurité intérieure. Je pense également, par exemple, au personnel de la pénitentiaire, mais également aux jeunes qui ont chanté à la fin la Marseillaise. C'est bien toute la France qui est derrière, dans sa diversité. C'est pas du tout le cas il y a 10 ou 20 ans. Vous êtes tous d'accord avec ça? L'armée qui séduit toujours autant aujourd'hui?
nous n'avons pas d'instrument pour mesurer. Beaucoup Je vous sens un peu avant. plus sceptique sur ma droite. C'est à l'intuition que l'on dit. Non, mais on ne sait ça, pas. Ça on ne paraît sait pas. clair. Enfin, moi, écoutez, Ça moi, paraît je clair. suis dans ma circonscription. Il y a des cérémonies patriotiques. Il y a des 14 juillet. Voyez ça, ça n'existait pas il y a 15 ans. Cette adhésion populaire vers Il y a la peut-être qualité de notre aussi l'effet défense. attentat, Voilà. les chiffres Et parlent puis aussi, d'eux-mêmes. les 2 Français, candidats pour un poste au la lendemain des sécurité attentats et 2015. la défense, c'est dans leur tête aujourd'hui, Oui, mais moi, par je- la force des choses. Je pense que les Français ont besoin d'un débat clair en matière de politique étrangère et de politique de défense, car les deux sont liés. Qu'on leur présente des alternatives, des politiques alternatives. Et là, effectivement, on aura une réponse probablement de l'opinion publique. Mais la manière dont elle est, je dirais, gérer cette opinion publique aujourd'hui, hors de tout débat démocratique, eh bien, effectivement, fait que c'est davantage une léthargie Et ce sera qu'une le mot de la fin. véritable Vous ne pouvez adhésion. pas dire hors de tout Et ce débat sera le mot de la démocratique, fin. mais vous avez raison, il faudrait plus de débats de politique étrangère. Merci à tous les quatre. Le message, il est lancé. On verra si on vous entendra ou non. On va passer tout de suite à un œil sur les médias. On reparle à nouveau de ce 14 juillet. Regardez. Et vous restez avec moi, tous les quatre, parce qu'on va continuer à évoquer cette question de l'armée française. Un œil sur les médias avec vous, Karim Yayaoui. Bonsoir Bonjour, à tous. Karim. Le 14 juillet, c'est évidemment l'occasion de rendre hommage, et sans cesse de le dire, aux armées. Alors on l'a fait également sur les réseaux sociaux, sur Twitter, notamment les hommes politiques. Voici un tweet de François Sauvadet qui sur son compte Twitter écrit en ce 14 juillet, hommage à nos forces armées engagées en France ou à l'étranger, leur mission est aujourd'hui plus importante que jamais. Mais il y a aussi ceux qui soulignent que ce 14 juillet, eh bien, tous les politiques ont tendance à aduler l'armée, les 364 autres jours étant consacrés à baisser leur crédit. Alors ce genre de remarques, on les retrouvait sur Twitter, même si, comme le souligne Le Figaro, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque les crédits ont été augmentés après les attentats terroristes, et on a aussi arrêté de la déflation des postes au sein de l'armée. Pourtant, cet article du Figaro souligne que les armées sont un peu fatiguées et inquiètes, évidemment, avec les menaces intérieures et extérieures. Elles ont été mises à contribution de façon L'opération très importante. Sentinelle, notamment, qui a Exactement. énormément sollicité les hommes sur le territoire Très français. sollicité, évidemment, ça suscite quelques inquiétudes. Alors, vous l'avez évoqué dans votre débat, on s'interroge sur une Europe de la défense. On veut la relancer, nous explique le site du Nouvel Obs, avec les déclarations notamment de la ministre de la Défense allemande, qui semble suggérer que maintenant que les Britanniques sont sortis ou vont sortir de l'Union européenne, ça risque d'être plus simple, puisque c'est eux qui ont largement freiné cette construction de l'Europe de la défense. En tout cas, c'est l'argument qu'elle met en avant. D'autres articles sont plus sceptiques, comme ici sur le site internet de Sputnik, qui explique que ça risque d'être tout de même compliqué à mettre en œuvre, parce que si les Britanniques semblaient freiner des quatre fers, trouver une cohésion à l'échelle européenne reste tout de même un véritable défi. C'est aussi le point de vue de ce spécialiste qui défend la même idée sur son compte Twitter, en évoquant les politiques nationales en matière de défense qui risquent d'être compliquées à mettre toutes au même niveau. En tout cas, sur les réseaux sociaux, évidemment, on a aussi partagé beaucoup d'images de ce défilé. Certains l'ont regardé à la télévision, d'autres ont jeté un petit coup d'œil à Twitter, le compte Twitter de l'armée de l'air, qui donnait rendez-vous à tout le monde avec ces images que l'on connaît, mais qui, chaque année, ravissent les yeux de beaucoup. Et puis, c'est ce que vous avez évoqué à l'instant, cette Marseillaise chantée par 460 collégiens. On peut la redécouvrir également sur les réseaux sociaux. Toujours sur Twitter, certains ont été particulièrement... La Nouvelle-Zélande à l'honneur. Exactement, avec ces guerriers maoris dont on a beaucoup parlé. Une image qui aura marqué ce défilé du 14 juillet. Et puis, certains également ont une pensée pour les forces de Sangaris, qui n'étaient pas là, mais qui étaient déployées sur le terrain, mais qui ont tout de même fêté ce 14 juillet sur Twitter. Certains, comme Sophie Rénal, ont eu une pensée pour les militaires de Sangaris, mais aussi pour ceux de Barkhane, de Chamal et de Sentinelle que vous avez évoqué tout à l'heure. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est ce dessin partagé sur le site de Slate qui résume un petit peu ce 14 juillet avec ces avions Vigipirate et puis le coiffeur de François Hollande qui ferme la marche. Toujours du côté de Slate, pour ceux qui s'intéressent
s'intéresse un petit peu à l'histoire, cet article est intéressant. Comment le 14 juillet a failli ne pas exister. D'ailleurs, la première fête nationale, c'était un 30 juin 1878. D'ailleurs, c'est un tableau de Monet qui sert à illustrer cet article. Et finalement, on nous explique comment la date du 14 juillet s'est imposée. Ce n'était pas forcément gagné au début. Peut-être un dernier mot sur le discours, l'interview télévisée de François Hollande. On a vu le coiffeur là tout derrière. Ça a été évoqué, ce salaire du coiffeur, mais ce n'était pas le sujet qui était le plus attendu. C'était pas le sujet qui était le plus attendu. Le site du Monde a fait un petit tour d'horizon des sujets principaux. Évidemment, on a parlé de Macron avec cette phrase de François Hollande: ne pas respecter les règles du gouvernement, c'est ne pas y rester. Difficile de faire plus clair. Alors sur cette question du coiffeur, il a expliqué que le budget de l'Élysée avait été réduit de 30%. Il a aussi parlé de la fin de l'état d'urgence avec un Vigipirate qui restera à son niveau maximum. Il évoque aussi une baissée du chômage pour l'année prochaine. Mais on a aussi beaucoup parlé du lapsus de Jean-Marc Ayrault qui a animé toutes les conversations. Jean-Marc Ayrault qui a confondu Bachar el-Assad et Saddam Hussein, c'est-à-dire sur le site du Lab. Voilà, chef de la diplomatie française, faut-il le rappeler. Merci beaucoup, Karim Yaoui. Merci à tous les quatre d'avoir été mes invités de ce soir. C'est la fin de ce Paris Direct. Vous restez avec nous, l'info, elle continue. Elle revient dans quelques instants sur France 24.